regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, et pour l'affaire de ce soir, une nouvelle destination, en tout cas nouvelle pour nous ici sur la chaîne, on va en Argentine. D'ailleurs, laisse un commentaire pour me dire si tu y es déjà allé. Perso, j'ai beaucoup fait l'Amérique latine, et je suis même descendue jusqu'au Chili, mais l'Argentine, pas encore. En vrai, ça m'a jamais attiré, mais je reste ouverte, donc si tu connais, donne-moi envie en commentaire, et trêve de blablaterie, on y va pour l'affaire de ce soir. Catalina Gutiérrez naît en 2003 à Cordoba. Cordoba, c'est l'une des plus grandes et anciennes villes d'Argentine. Elle se trouve au cœur du pays. C'est une ville étudiante et s'y trouve en effet l'UNC, l'Université nationale de Cordoba, l'une des plus vieilles institutions d'Amérique latine. Cordoba, c'est une ville touristique qui attire pas mal d'étrangers pour sa culture, ses paysages, comme les montagnes de la Sierra de Cordoba. Comme la majorité des Argentins, les habitants sont catholiques, il y a beaucoup d'églises qui accueillent des fidèles tous les jours. Sur le plan de la sécurité, Cordoba, comme beaucoup d'autres métropoles argentines, fait face à un fort taux de criminalité, même si, en comparant à Buenos Aires, on est quand même sur du moins dangereux. Et c'est dans un quartier relativement agréable que réside la petite Catalina. Elle est la fille de Marcelo Gutiérrez, un architecte bien connu de la région qui dirige le projet de rénovation du nouveau Consejo Deliberante de Córdoba, un bâtiment qui abrite le conseil municipal de la ville. Quant à la maman de Catalina, elle s'appelle Eleonora Vollenweider, elle est mère au foyer. Catalina a aussi une sœur, Lucia, avec qui elle s'entend très bien. Elles sont pas seulement sœurs, elles sont de véritables meilleures amies, elles passent énormément de temps ensemble. Et en réalité, c'est toute la famille qui est très proche. Catalina adore ses parents, sa sœur, elle est proche notamment de son père. Sur les réseaux sociaux, la jeune ado publie souvent des vidéos d'elle en train de chanter avec son père qui joue de la guitare à côté d'elle. Elle publie aussi des vidéos d'elle et de sa sœur sur TikTok en train de danser, comme peuvent le faire beaucoup de jeunes de leur âge. Catalina intègre le lycée Colegio 25 de Mayo, qui se trouve dans le centre-ville. Elle sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard. Elle se prépare à devenir étudiante en architecture à l'Université nationale de Cordoba. Elle veut suivre les traces de son père. Catalina adore aussi la mode, elle aime faire la fête avec ses amis. En bref, c'est une jeune femme pétillante et pleine de vie. C'est une jeune fille qui a l'habitude de voyager à Buenos Aires ou à Rosario. Sur les réseaux sociaux, elle partage son quotidien avec ses abonnés, notamment sur Instagram. D'ailleurs, c'est une vraie petite star. Son compte Instagram cumule plus de 84 000 abonnés. Elle y fait la promotion de divers produits, dont des cosmétiques. Sur TikTok, elle a 59 000 abonnés, toujours fidèle au poste pour réagir à toutes ses vidéos. Sur le compte Cata Gutiérrez, on retrouve surtout des vidéos classiques d'humour, des pauvres, des danses, etc. Un compte comme on en trouve plein d'autres dans le même genre sur les réseaux sociaux. Catalina devient presque malgré elle une petite influenceuse, mais qui se destine malgré ce succès à une carrière brillante dans le secteur de l'architecture. Son père l'a décrit comme une enfant parfaite et une étudiante irréprochable, sa mère l'a décrit comme une jeune fille joyeuse et très intelligente. Catalina, elle a un petit ami, Ezequiel, avec qui tout semble très bien se passer, et ce depuis leurs 16 ans. L'année de ses 21 ans, Catalina fête donc ses 5 ans de relation avec son copain. À l'université, Catalina se crée un groupe d'amis qui partagent les mêmes passions qu'elle, et dans ce groupe il y a son chéri, Ezequiel, et aussi Nestor Soto, un camarade de classe. Nestor, il est originaire de Bariloche. Bariloche se trouve près de la frontière avec le Chili, au cœur des Andes, à plus de 1500 km de l'université. Donc c'est qu'il est motivé. Nestor déménage à Cordoba en 2021 pour poursuivre lui aussi des études d'architecture. Nestor et Catalina sont très bons amis, ils adorent manger ensemble, ils regardent aussi pas mal de matchs de foot. Un peu comme en France, l'Argentine c'est un pays de foot, c'est une fierté nationale chez eux, comme chez nous, avec des joueurs qu'on ne présente plus, Messi, Maradona. En Argentine, suivre un match avec tes amis, c'est l'activité sociale par excellence, et même pour les filles. Le 18 juillet 2019, au soir, Catalina part de chez elle pour rejoindre son groupe de potes. Ils ont l'intention ce soir-là de se faire un bowling. Catalina emprunte la voiture de sa mère pour y aller, une Renault Clio. La mère de Catalina, elle est du genre très protectrice. Elle n'aime pas quand ses filles sortent le soir et qu'elles restent trop tard dehors, mais ce soir-là, Catalina la rassure en lui disant déjà qu'elle ne sera pas seule, elle sera avec tout un groupe d'amis et puis elle ne va pas rentrer tard. Catalina part de chez elle vers 20h30 pour un trajet qui va durer environ 15 minutes. Elle est censée arriver à destination un peu en avance, et pourtant, à 21h, Catalina n'est non seulement pas arrivée à destination, mais en plus,
elle n'est plus du tout joignable. Ezekiel, son petit copain, téléphone à Lucia, la sœur de Catalina, et elle lui explique qu'elle est partie depuis un moment déjà et qu'elle aurait dû arriver. Mais aucun signe de Catalina, aucune réponse. Elle qui pourtant est très présente sur les réseaux sociaux, là c'est le silence radio. Lucia prévient tout de suite sa mère, elle comprend que quelque chose ne va pas. Maintenant, c'est l'entourage de la jeune femme qui l'appelle en vain et qui tombe sur sa messagerie. Aux alentours de 22 heures, c'en est trop pour ses proches qui craignent déjà le pire. Dans une aussi grande ville, le soir, on peut imaginer 1000 scénarios terrifiants. La famille de Catalina, ils la connaissent, ils savent que ça ne lui ressemble pas de ne pas donner de nouvelles, donc ils décident de contacter la police pour signaler sa disparition. Et les autorités prennent ce signalement très au sérieux, ils commencent immédiatement les recherches. C'est vrai que Catalina est majeure et vaccinée, elle peut partir sans prévenir si elle le souhaite, mais dans ce cas précis, la police prend en compte le contexte. Elle est attendue au bowling par son petit copain et leurs amis, elle est très proche de sa famille, vraiment ça ne lui ressemblerait pas du tout de partir comme ça. Donc on lance les recherches. Vers 23h10, la mère de Catalina, Eleonora, contacte Nestor sur WhatsApp. Elle lui demande si Catalina est peut-être avec lui. 2 minutes plus tard, Nestor l'appelle pour lui dire qu'il est chez lui et il ne sait pas où elle est. Lucia finit par se rappeler d'un élément qui va être crucial dans les recherches. Elle et sa sœur se partagent leur localisation. Elle transmet cette information cruciale à la police et il est alors entre 2h30 et 3h du matin. Et c'est grâce à Lucia que la trace de Catalina sera retrouvée. Tout ce qu'il reste à faire pour la police maintenant, c'est de suivre les données de géolocalisation. À 3h du matin, des officiers découvrent en premier lieu la voiture de la mère de Catalina, la Renault Clio, qu'elle a empruntée pour aller ce soir-là au bowling. La voiture est abandonnée dans un terrain vague à quelques kilomètres de Cordoba, et plus précisément dans le quartier isolé d'Ampliación Kennedy, dans le sud de la ville. À l'intérieur du véhicule, le pire les attend. Un corps sans vie se trouve sur le siège passager. Ce corps porte les traces d'une violence inouïe. Le véhicule est en partie brûlé, ce qui montre que quelqu'un a tenté de masquer des preuves, mais de façon précipitée, puisque la voiture n'a pas complètement brûlé. Les sièges sont trempés, ils sentent très fort l'alcool. Le corps de la victime est partiellement brûlé. La police comprend très vite que si la voiture n'a pas pris feu, c'est tout simplement parce que le ou les responsables n'ont pas laissé les fenêtres ouvertes. Le manque d'oxygène a donc étouffé le feu. Déjà, heureusement, on n'a pas affaire à des lumières. Tu l'auras compris, le cadavre à l'intérieur de la Renault Clio, c'est celui de Catalina. Que s'est-il passé entre le moment où la jeune fille part de chez elle, il y a seulement quelques heures, et la découverte de son corps en partie brûlé? Ce qui au départ était une enquête pour personnes disparues devient maintenant une investigation pour homicide. On procède à l'autopsie du corps de la jeune femme, autopsie qui révèle des détails horribles au sujet de sa mort. Elle confirme que la cause est l'asphyxie par strangulation. L'agresseur lui a serré le cou pendant plusieurs minutes avant que son cœur ne cesse de battre. Dans les premières secondes, Catalina a eu du mal à respirer, elle a ensuite perdu connaissance, et finalement c'est l'absence d'oxygène au cerveau, qu'on appelle hypoxie, qui survient au bout de quelques minutes. Exercer une pression aussi forte autour du cou de quelqu'un pendant aussi longtemps, c'est une mort très violente. Selon le rapport médico-légal, il s'agit donc d'un homicide volontaire, aucun doute là-dessus. D'ailleurs, les criminologues interprètent cette façon de tuer, la strangulation, comme un acte de violence extrême et intime qui peut révéler une proximité ou un lien privilégié entre le tueur et sa victime. Selon Catherine Ramsland, dans le livre L'esprit d'un tueur, la strangulation est un moyen pour l'agresseur de maintenir un contrôle total, l'agresseur expulse ainsi sa rage. Pour James Alan Fox, auteur de Tuerie extrême, ce type de meurtre est souvent observé dans des crimes passionnels, c'est une manière pour l'agresseur de posséder sa victime jusqu'à la fin, et d'ailleurs par cette méthode de tuer, le meurtrier impose le silence. L'autopsie démontre aussi que le corps de Catalina présente des signes de coups et des marques de brûlures superficielles. En cherchant à mettre le feu à la voiture, le tueur voulait en réalité brûler le corps de sa victime et faire disparaître toute trace. Sur le corps de Catalina, cependant, aucune trace d'agression sexuelle n'est retrouvée. Le mobile de l'acte n'est donc pas motivé par une pulsion sexuelle ou bien par le désir d'un viol. Comme dans toutes les enquêtes, les policiers recueillent des témoignages de la famille, des proches de Catalina, qui sont évidemment bouleversés et choqués par la mort de la jeune femme. Sa sœur, qui a guidé les policiers jusqu'à son cadavre, Lucia, exprime sa forte douleur sur les réseaux sociaux. Elle écrit « Je vais toujours me souvenir de toi avec ton sourire et ta joie qui te rendaient si unique et spécial. Je t'aime de tout mon cœur, Makatou, et je m'assurerai toujours de te le faire savoir. »
Lucia lui rend d'ailleurs un hommage en se faisant tatouer le nom de sa sœur sur l'intérieur de son bras, avec une petite aile juste à côté. J'ai l'âme brisée en 1000 morceaux, dira Lucia. Aide-moi, donne-moi de la force, ne me lâche pas, car sans toi, je ne peux pas. Le père de Catalina, Marcelo Gutiérrez, est aussi sous le choc d'une telle tragédie. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé traverser un tel moment, dira-t-il. Ézéchiel, le petit copain de Catalina, postera ce message bouleversant sur Facebook. Je voulais que tu sois si heureuse, je n'arrive pas à y croire, je ne peux pas y croire. Il publie également une lettre que Catalina lui avait écrite quelques années plus tôt. Les policiers vont ensuite interroger la famille, mais aussi des amis de Catalina. Et petit à petit, les pièces du puzzle s'assemblent et un nom revient dans tous les témoignages, celui de Nestor. La famille le connaît très bien, il est souvent venu manger à la maison, regarder des matchs de foot avec eux. Pour eux, c'est impensable qu'il ait quoi que ce soit à voir avec ce meurtre. C'est un des meilleurs amis de Catalina. Il est venu 1000 fois chez nous, diront-ils. Ma fille l'a invité à dîner, à regarder des matchs, dira la mère. Ils ont partagé des moments de grande complicité en tant qu'amis. Pour Augustina Elias et Hélène Fernandez, des camarades de fac, Nestor n'a rien de dangereux, c'est un mec normal, comme les autres. Mais maintenant qu'elles y pensent, elles se rappellent avoir discuté avec lui de quelque chose. Nestor, c'est un ami très dévoué, mais il est parfois insistant et il demande beaucoup d'attention. Quand Catalina se met en couple avec son petit ami, il se sent délaissé. Et c'est là que les copines Augustina et Hélène lui conseillent d'être plus compréhensif. Catalina est seulement au début de sa relation avec Ézéchiel, donc c'est normal qu'elle passe plus de temps avec lui. Et pourtant, Catalina fait tout pour rester proche de Nestor. Elle le sait loin de sa famille, loin de ses amis, il vient s'installer seul à Cordoba pour ses études, donc elle le prend presque sous son aile et elle l'intègre à sa famille à elle, parce qu'elle est justement très compréhensive de sa situation. Elle a beaucoup d'empathie à son égard. Apprendre que Nestor est peut-être impliqué dans le meurtre de Catalina, c'est un choc absolu pour la famille Gutiérrez. Par contre, du côté d'Ézéchiel, c'est totalement différent. Il dit avoir des doutes vis-à-vis de Nestor depuis le début. Pour lui, cet ami est en réalité obsédé par Catalina. Il la contacte un peu trop souvent à son goût, il commente toutes ses publications sur les réseaux sociaux, il se demande même s'il ne cherche pas à tout prix à s'immiscer dans leur relation, et c'est pour ça qu'il se méfie de lui depuis le départ. Alors est-ce qu'on a affaire à un petit copain jaloux, ou est-ce que Nestor était une réelle menace? On se pose vraiment la question, surtout quand on voit le comportement de Nestor quand Catalina est portée disparue. Il téléphone tout de suite à Eleonora, sa mère, pour avoir des nouvelles, il aide la famille à la retrouver, et il coopère totalement avec la police. Mais très vite, certaines incohérences ne vont pas tarder à taper dans l'œil des policiers, surtout pendant son interrogatoire. Dans un premier temps, quand on l'interroge sur ce qu'il fait au moment de la disparition de Catalina, Nestor répond qu'il est chez lui et qu'il n'est pas du tout sorti ce soir-là. On lui demande de fournir son téléphone portable et on découvre avec ses données GPS qu'il a menti. Il commence un peu à paniquer et il répond « Ah oui, c'est vrai, j'avais un cours d'art martial ce soir-là ». Autre mensonge qu'on découvre, c'est le fait qu'il était au courant de cette soirée bowling, alors qu'il dit le contraire aux policiers. On découvre un message qui le confirme. Ce message lui est envoyé par une amie du groupe, elle l'invite à la soirée bowling, et Nestor finit par admettre que c'est bien lui qui est derrière le meurtre de Catalina. Je l'ai tué, j'ai ruiné la vie de Catalina, je me suis ruiné la vie, j'ai ruiné la vie de nos familles, et je suis profondément désolé. Catalina, c'est l'amour de ma vie. Alors Ézéchiel avait raison, Nestor est secrètement amoureux de sa copine, de Catalina, la famille de la jeune femme se sent trahie, Nestor est allé si loin dans le mensonge, il a berné tout le monde, et sûrement Catalina elle-même. Pour les médias argentins, cette affaire fait la une de tous les journaux, c'est le sujet qu'on aborde sur tous les plateaux télé, et le tribunal du net se défoule. Pour les proches de Catalina, mais aussi pour le public, la question que tout le monde se pose, c'est comment un ami si proche, si dévoué, a pu commettre l'impensable, sans parler de son attitude plus qu'étrange et instable après ses aveux. Très vite, Nestor va adopter un comportement très détaché, comme s'il avait juste volé un pain au chocolat. Selon les enquêteurs, cette réaction ne correspond pas à ce qu'il a dit, à savoir qu'il était fou amoureux de celle qu'il a tuée. Le commissaire Juan Pérez, chargé de l'enquête, va déclarer « Il a confessé sans montrer de signes évidents de regret, ce qui est inhabituel dans de tels cas. On parle quand même d'un féminicide où le meurtrier avoue avoir tué la femme de sa vie. » Fin de citation. Cette observation conduit les autorités à examiner de plus près la personnalité de Nestor. Des experts en psychologie criminelle sont consultés pour évaluer son état mental et déterminer si des pathologies psychiatriques ont pu influencer son comportement.
Malheureusement, on n'a pas accès à ces données, il semblerait que la justice argentine ne soit pas prête de nous les révéler. Tout ce qu'on peut affirmer, en tout cas, c'est qu'au moment du meurtre, Nestor est obsédé, enfermé dans un schéma de fixation émotionnelle incontrôlable. Il n'arrive pas à décrocher de Catalina. Pour la police, l'attitude de Nestor vis-à-vis de sa victime montre clairement qu'il est obsédé par elle. Des échanges de messages entre eux montrent qu'il manifeste une jalousie excessive et un besoin de contrôle. Par exemple, il n'hésite pas à lui faire des reproches quand Catalina passe du temps avec d'autres amis que lui, ou quand elle ne répond pas tout de suite à ses messages. Il laisse des commentaires assez suggestifs sur ses réseaux sociaux, il lui dit qu'il l'adore, qu'elle est canon. Des témoignages d'anciens camarades de classe de Nestor vont décrire aussi des comportements inquiétants, et ce depuis le lycée. Une ancienne camarade au collège rapporte avoir été harcelée par Nestor. Il a insisté plusieurs fois quand je lui ai dit non et j'ai dû le repousser pour qu'il s'éloigne de moi. Elle va informer le directeur de l'école qui ne fera absolument rien. Une autre jeune fille, cette fois-ci en colonie de vacances, va expliquer qu'elle est suivie dans sa tente par Nestor. Elle va raconter l'incident au directeur de la colonie de vacances qui ne fera rien non plus. Elle dira plus tard qu'elle regrette de ne pas être allée voir la police. Le procès de Nestor Soto, accusé du meurtre de Catalina Gutiérrez, s'ouvre le 15 octobre 2024 devant le tribunal de Cordoba avec le procureur José Alberto Mana chargé de l'instruction de l'affaire. Ce procureur est connu pour d'autres enquêtes tout aussi médiatisées, comme un énorme cas sur un immense réseau de trafic de drogue démantelé en 2022. C'est un homme de justice qui a vraiment la lutte contre la corruption dans son cœur, puisqu'il poursuit même des fonctionnaires accusés de détournement de fonds publics. C'est pour ça qu'il est reconnu comme une figure respectable dans le monde de la justice, surtout dans un pays qu'on pointe souvent du doigt pour la corruption. En vérité, on pointe du doigt l'Argentine, mais c'est pas mieux chez nous. La défense de Nestor sera assurée par l'avocat Gaston Schoenfeld. Le tribunal est présidé par la juge Maria Eugenia Pérez Moreno, assistée des juges adjoints Carlos Alberto Sanchez et Laura Beatriz Martinez. Le procureur va exposer les charges retenues contre Nestor, c'est-à-dire l'homicide qualifié par alévosie et violence de genre. Alévosie, ça veut dire que le meurtre a été prémédité avec tromperie. Au moment où Nestor tue sa victime, il le fait en la surprenant. Et pour la violence de genre, bien sûr, féminicide. Ce qui va nous intéresser, c'est le déroulé des événements, le soir de la disparition de Catalina. Que s'est-il passé au moment où elle part de chez elle, jusqu'à ce qu'elle soit découverte par la police dans la voiture de sa mère? D'après le tribunal, Catalina quitte sa maison pour rejoindre ses amis au centre commercial Patio Almos, c'est là où se trouve le bowling. Avant de partir, Catalina envoie un message vocal à son copain Ezekiel, elle lui dit qu'elle est en route et qu'elle va bientôt arriver. Les minutes défilent, les heures aussi. Nestor, qui en réalité est au courant de cette soirée bowling puisqu'il a été invité, eh bien on suppose qu'il appelle Catalina pour lui demander de venir le chercher. Ils conviennent qu'il sera prêt en bas de l'immeuble, prêt à décoller, quand Catalina arrive. Il lui demande sûrement de monter, ou bien, ne le voyant pas en bas, Catalina décide peut-être d'elle-même de monter chez lui. Dans son appartement, on imagine qu'ils se sont disputés. Est-ce que Nestor lui a fait des avances qu'elle a refusées? C'est possible. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que le meurtre a lieu dans l'appartement de Nestor. La police retrouvera les vêtements de Nestor dans la machine à laver, ceux qu'il porte le soir du drame. Après une altercation, Nestor étrangle Catalina et ne sachant pas si elle est toujours vivante ou si elle est déjà morte, il la ligote et il la transporte jusqu'à la Renault Clio. Il se rend à environ 5 minutes de chez lui en voiture, c'est là où le véhicule sera retrouvé plus tard. Il essaie d'y mettre le feu, mais il n'y arrive pas, et heureusement. Nestor retourne chez lui, et là on va découvrir une autre incohérence. L'heure à laquelle il se débarrasse du corps ne correspond pas. S'il est parti à bord de la Clio, il est forcément revenu à pied, et c'est un trajet qui aurait dû prendre environ 25 minutes. Or, la police va confirmer, avec les données GPS, qu'il est déjà dans son appartement. En fait, il n'a pas mis 25 minutes. S'il n'est pas rentré à pied, comment est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris le bus, il n'a pas pris de taxi. Surtout qu'on a aussi le témoignage d'une personne qui habite dans les parages du lieu d'abandon du véhicule, et ce témoin aurait entendu deux hommes se disputer. Et ils se disputent à propos du fait de brûler une voiture ou non. Malheureusement, on n'en saura pas plus à ce propos, Nestor refuse de parler. À 23h15, Nestor essaie de rappeler Eleonora, mais elle ne répond pas. Une minute plus tard, il lui envoie un message avec seulement son prénom, un point d'interrogation, genre bah réponds, je suis inquiet. Ça donne l'impression qu'il est investi dans les recherches, qu'il est inquiet pour son ami, il joue la carte de l'innocence. Toujours pendant le procès, les experts relèvent les détails de l'autopsie dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas répéter, et on va également découvrir de nouvelles preuves, des enregistrements des caméras de surveillance qui montrent Nestor en train de transporter le corps de Catalina dans la voiture. C'est ce qui permet de confirmer que Catalina est morte dans l'appartement de Nestor.
L'avocat de la défense, il a du pain sur la planche face à tant de preuves, et aussi une confession. Il va tenter de minimiser la préméditation et il va mettre l'accent sur le fait que le crime n'est que le résultat d'une pulsion incontrôlée. Selon l'avocat de Nestor, son client est un malade mental et il devrait donc être traité en conséquence. La famille de Catalina, représentée par l'avocat Juan Carlos Iglesias, s'exprime au sujet de la personnalité de la victime et de sa relation avec l'accusé. Sa sœur Lucia déclare: Catalina était une personne joyeuse et aimante, nous n'aurions jamais imaginé que Nestor puisse lui faire du mal. Le 30 octobre 2024, après 2 semaines de délibération, le tribunal reconnaît Nestor Soto coupable d'homicide qualifié par alévosie et violence de genre. Le juge Pérez Moreno déclare: les preuves présentées démontrent clairement la culpabilité de l'accusé qui a agi avec préméditation et cruauté. Le 5 novembre 2024, Nestor est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 35 ans. Le juge souligne la gravité du crime et l'impact dévastateur sur la famille de la victime. Pendant la tempête médiatique, le procès est sur toutes les lèvres en Argentine et pas mal de chaînes en parlent. L'affaire a été traitée par de nombreux médias. Par exemple, le journal La Nation publie un article intitulé «L'avocat de l'accusé pour le meurtre de l'influenceuse de Cordoba a parlé et assure qu'il est vraiment bouleversé et veut se repentir». La chaîne YouTube Telenoche diffuse un reportage sur le féminicide de l'influenceuse. Selon Jeannette Soto, la mère de Nestor, elle explique dans une interview que son fils traversait une période très compliquée, qu'il était stressé et pas bien dans sa tête au moment des faits. Et elle dit: sa tête l'a trahi. Pour elle, c'était pas du tout un acte prémédité contre Catalina en particulier. Elle insiste même en disant que ça aurait pu être sur n'importe qui, et même envers lui-même, qu'il aurait pu se donner la mort lui-même. Elle précise qu'il n'y avait pas de relation amoureuse entre Catalina et Nestor, ils étaient juste amis, rien de plus. Elle défend son fils en disant qu'il n'a jamais eu de problème avant, il n'a jamais harcelé personne, ni fait l'objet de plaintes. Du coup, on a découvert pendant le procès que c'était faux. Elle rejette complètement l'idée que ce soit un féminicide. Pour elle, c'est un meurtre et pas un acte basé sur le genre de Catalina, mais cependant, elle reconnaît qu'il doit assumer ce qu'il a fait. Nous n'aurons pas assez de vie pour leur demander pardon, dira-t-elle en parlant de la famille de Catalina. Aujourd'hui, Nestor est incarcéré au pénitencier de Bouvères, qui se trouve dans la province de Cordoba. D'après son avocat Gaston Schoenfeld, Nestor est isolé dans l'infirmerie de la prison, sans contact avec les autres détenus. Alors pourquoi? Apparemment, Nestor aurait reçu de nombreuses menaces de mort, vu que l'affaire a été très médiatisée. Et c'est à la demande de son avocat qu'il a une protection maximale. Mais le père de Catalina va déposer une requête auprès de la prison pour que Nestor soit transféré dans un pavillon approprié aux prisonniers accusés du même genre de crime, plutôt qu'avec des détenus au profil trop différent du sien. Il déclare: il ne doit pas être enfermé avec des avocats, des notaires ou des personnes qui ont commis d'autres types de délits légers. Donc j'ai quand même l'impression que Nestor il a été placé dans une aile VIP de la prison. La famille de Catalina ne comprend pas pourquoi Nestor est à ce point protégé, ils sont indignés. Nous souffrons chaque jour de cette terrible perte et cet assassin est dans un endroit confortable qui ne lui correspond pas. Donc normalement, quand tu tues quelqu'un, pas de traitement VIP, hein. Le meurtre de Catalina Gutiérrez a profondément marqué l'Argentine et ça a laissé un vide immense auprès de ses proches, une mort aussi violente qu'inattendue et qui a attiré l'attention du public sur les relations toxiques et ses dangers. Certes, Nestor était ce pote très possessif, mais c'est justement ce genre de personnes qu'on peut soupçonner parfois le moins et derrière lesquelles se cachent les profils les plus dangereux. Suivie par de nombreux fans sur TikTok et Instagram, Catalina laisse derrière elle une grosse communauté qui aujourd'hui mène des campagnes de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans tout le pays, des Argentins défilent dans les rues, font des veillées aux chandelles, des marches silencieuses à la mémoire de la jeune femme, que ce soit à Cordoba ou même dans le reste du pays. Des messages avec le hashtag Justice pour Catalina envahissent les réseaux sociaux pour dénoncer ce type de violence et exprimer un soutien à la famille Gutiérrez. Concernant les féminicides en Argentine, il faut savoir que sur l'année 2022, 88% des victimes connaissaient leur meurtrier, et dans 59% des cas, il s'agissait d'un partenaire ou d'un ex-partenaire. Pour information, un programme a vu récemment le jour, l'initiative Spotlight, donc c'est un programme en partenariat avec l'Union européenne et les Nations Unies, le but étant d'éradiquer ce type de violence. Pour mentionner une autre affaire qui se passe aussi en Argentine, en 2021, on a l'histoire d'Ursula Bailo, une jeune femme de 18 ans tuée par son ex-petit ami Mathias Ezequiel Martinez.
et il s'avère que c'était un policier. Malgré plusieurs plaintes déposées par la jeune femme contre lui pour harcèlement et menaces, son ex continue à la suivre, il continue à la stalker et il finit par la tuer. Alors certes, Catalina et Nestor n'étaient pas en couple, mais ça reste une jalousie amoureuse, entre guillemets, qui va finir par mener à une tragédie. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.